Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions écho ce soir, nouvelle loi sur les domaines publics et secteurs de la restauration. En première partie, nous revenons sur des opérations de démolition qui ont fait couler beaucoup d'encre depuis quelques jours maintenant. Plusieurs communes sont concernées par ces opérations. Il s'agit souvent de baraques qui servent comme lieu de restauration, de kiosques commerciaux ou encore d'écoles de surf. Elles ont été détruites pour motif d'occupation illicite de domaines de l'État. Parallèlement, le Conseil de gouvernement a adopté jeudi 18 mars le projet de loi 0319 relatif aux occupations temporaires du domaine public dans sa version modifiée. Alors, que prévoit cette loi dans sa nouvelle mouture et qui est responsable des manquements qui ont conduit aux démolitions récentes et quelle alternative viable pour maintenir l'ordre public sans endommager la vie de centaines de familles vivant de ces petits business? Élément de réponse en compagnie de maître Samir Okhlifa, avocat au barreau de Rabat. Ensuite, en seconde partie, zoom sur l'un des secteurs les plus endommagés par les restrictions liées à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Cela fait 1 an que le Maroc est sous l'état d'urgence sanitaire et propriétaires et gérants de cafés sont montés au créneau pour dénoncer les effets nuisibles des restrictions sur leurs activités. Qu'en est-il de leur situation actuelle et que change le décret présenté jeudi dernier par le ministre de l'Emploi et de la réinsertion professionnelle en Conseil du gouvernement sur les mesures exceptionnelles au profit de certains employeurs employés affiliés à la CNSS ainsi que les travailleurs indépendants affectés par les répercussions de la pandémie du Covid-19. Réponse ce soir avec la représentante de l'association marocaine des propriétaires et gérants de cafés et restaurants, Naïma Riss. Bienvenue à toutes et à tous. Et à présent, et pour parler des tenants et aboutissants de cette nouvelle loi sur les domaines publics ou sur les autorisations d'exploitation temporaire de ces domaines publics, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Rabat maître Samir Okhlifa. Bonsoir maître Okhlifa. Bonsoir Madame Khadija, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé comme d'habitude, maître Okhlifa. Donc, on l'a suivi ces derniers jours. Il y a eu beaucoup d'opérations, beaucoup de baraques ont été rasées. Alors, avant de parler de la loi, que vaut une autorisation verbale de la commune? Parce que cela est sorti dans plusieurs témoignages de propriétaires de ces baraques. Que vaut, selon la loi, une autorisation verbale? Bon, d'abord, il faut appeler un chat, un chameau, un chameau. Il n'y a pas d'autorisation verbale. D'accord. Soit il y a autorisation, soit il n'y a pas. Maintenant, effectivement, on est tous d'accord pour dire qu'il y a une économie qui s'est développée, souterraine, informelle. Il y a des passe-droits, il y a du laisser-aller, il y a de la passivité de l'administration par rapport à cette problématique au domaine public. Ce qui a effectivement nourrit peut-être le sentiment chez certains qui sont déjà propriétaires d'une partie du domaine public. Mais le domaine public était toujours régi par des lois. Il y a un Tahrir de 1919 qui régit les occupations temporaires du domaine public. Il y a des règles très spécifiques. L'autorisation n'est jamais verbale, c'est une autorisation écrite et, précisons-le, l'article 6 prévoit une durée de 10 ans, renouvelable une seule fois. Le maximum par rapport à la durée ne peut pas dépasser 20 ans. Maintenant, il y a eu effectivement dans certaines régions des situations qui ont fait que plusieurs personnes ont occupé illégalement des domaines publics. Et je peux vous dire que c'est dommage qu'on a malheureusement contrairement à toute logique et règles urbanistiques, détruit l'aspect, si vous voulez, déjà l'aspect esthétique de nos villes. Nous avons des villes pratiquement sans trottoir. Nous avons des villes où le domaine public est devenu un espace facile à occuper par toute nature de commerce et toute nature d'existence humaine. Maintenant, effectivement, pour résoudre la problématique, il n'y a pas que la règle juridique, il y a aussi la volonté politique. Et quand on parle de la volonté politique, il faut, encore une fois, revoir
pendant ces dernières années, malheureusement, les soi-disant acquis, ce ne sont pas des acquis légalement. Mais ce ne sont pas des acquis. Alors, Maître Khalifa, je voudrais juste comprendre, parce que certaines de ces installations sont là depuis une, voire 2 décennies. Alors, elles sont là, on les voit, les autorités les voient, mais pourtant rien n'a été fait. Donc oui, effectivement, vous avez évoqué à juste titre la responsabilité des autorités publiques, mais cette loi même qui régit, ce Dahir datant de 1918 ou 1919, a été revue par un décret qui a été déposé au secrétariat général du gouvernement il y a 2 ans déjà, en 2019. Moi, en tout cas, techniquement, ce qui m'intéresse, c'est que, en tant que juriste, en tant que citoyen marocain, on est tous d'accord que le domaine public ne peut plus continuer à être exploité de cette façon. Il y a 2 problématiques majeures concernant le domaine public. Il y a d'abord la problématique de l'occupation illégale du domaine public. Et il y a aussi le deuxième aspect qui est très fondamental qu'on va aborder, c'est l'exploitation économique de ce domaine public. Le domaine public peut être objet d'exploitation économique, mais dans le cadre de la loi. Maintenant, si le pouvoir public a décidé aujourd'hui de prendre les choses en main et d'appliquer la loi, on ne peut pas contester l'application de la loi. Maintenant, effectivement, on peut aborder les responsabilités des personnes et des administrations concernées pour leur passivité et la non-application de la loi pendant des décennies. Et effectivement, je suis d'accord avec vous et d'accord avec les contestataires s'ils disent que cette passivité a créé une confusion chez certains, comme quoi ils sont même propriétaires de fonds de commerce, alors que ce n'est pas le cas, malheureusement. Ce n'est pas le cas, donc aujourd'hui... Qui est responsable, Maître Khalifa, quand vous dites par rapport à ces passe-droits en ce qui concerne les occupations illicites, qui est responsable de l'application de la loi? Alors, là, vous abordez l'une des problématiques très, très techniques de la loi et même de ce projet de loi 1903. C'est que, malheureusement, vous avez plusieurs intervenants. Alors, quand vous avez plusieurs intervenants, trop d'intervenants, pas d'intervenants. Ça, c'est la grande problématique qu'il faut résoudre d'ores et déjà. Et je pense que le projet de loi 1903 n'a pas répondu à cette question. Il faut que le pouvoir public, ou le législateur plus précisément, soit clair quant à l'administration qui serait chargée de l'application de cette loi. Aujourd'hui, vous avez les communes qui interviennent, vous avez le ministère de l'Équipement, vous avez le ministère de l'Intérieur, vous avez plusieurs intervenants et vous avez aussi une partie qui concerne aussi l'application de la police judiciaire pour le côté pénal. Donc, maintenant, pour mettre en œuvre, je vous donne un simple exemple. Aujourd'hui, pour mettre en œuvre l'arsenal pénal, qui va déposer plainte auprès du parquet, auprès de la police judiciaire pour entamer une procédure pénale? Alors, la grande complexité déjà du Dahir 1918, c'était effectivement la qualité de l'intervenant qui va protéger cet espace public. Vous avez des textes éparpillés, il n'y a pas que le Dahir 1918 qui régit le domaine public. Il y a d'autres textes où on trouve des règles spéciales. Donc, et de ce fait, le fait qu'il y ait plusieurs intervenants a entraîné effectivement une passivité et un manquement à l'obligation d'appliquer la loi, que je considère une obligation d'appliquer la loi, une responsabilité des pouvoirs publics. Donc, ma première critique déjà par rapport à la loi, plutôt au projet de loi 1903, c'est déjà ça, c'est déjà cet état ambivalent, ambigu, quant à l'autorité qui serait chargée de déclencher le processus de protéger l'espace public contre ces opérations d'occupation illégale. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette loi, outre justement ces manquements, notamment sur cette partie très importante relative à la responsabilité? Qu'est-ce qu'on doit retenir, notamment en termes de durée, notamment en termes de frais et aussi et surtout en termes de sanctions au cas où il y aurait occupation illicite de domaine public? Alors, j'ouvre une petite parenthèse concernant la légistique au Maroc et la manière par laquelle la machine législative fonctionne. Toujours comme d'habitude, quand on veut promulguer des lois et on prépare des projets de loi, généralement ça se fait au sein d'un ministère et on répond généralement à une partie de la problématique et on ne répond pas à toute la problématique. Aujourd'hui, il y a 2 problématiques majeures. La première problématique, c'est déjà libérer l'espace public et
le protéger contre ceux qui le squattent, ceux qui l'occupent. Deux, c'est l'exploitation économique de ce domaine public. Je pense que cette loi 1903 a plutôt répondu à la deuxième question. C'est-à-dire le souci majeur des rédacteurs de ce projet de loi était de revoir les conditions d'exploitation du domaine public et non la préservation du domaine public contre les occupations. Je vais le déterminer à travers quelques exemples. Donc, alors, si on prend le texte, effectivement, il prévoit une procédure d'appel à la concurrence quant à l'exploitation du domaine public. Il prévoit la possibilité de passer à des exploitations sous forme de concession ou sous forme de partenariat public-privé. Il a surtout revu une problématique qui est très, très, très complexe. Et ça, c'est une avancée majeure, c'est la durée. Vous avez beaucoup d'entités publiques qui veulent concéder le domaine public sous forme d'occupation temporaire pour des durées plus longues, alors que l'article 6 du Daher 1918 il prévoit une durée de 10 ans renouvelable une seule fois. Oui. Et ça, c'est un handicap par rapport aux investissements d'envergure qui nécessitent une durée plus longue. Et c'est la raison pour laquelle le texte vient pour corriger cette anomalie et prévoir que quand l'investissement dépasse 200 millions de dirhams, ça peut aller jusqu'à 40 ans, renouvelable une seule fois pour la même durée, c'est-à-dire ça peut aller jusqu'à 80 ans. Donc, effectivement, ça permet aux investisseurs de rentabiliser leur business. Aussi, la loi était très claire par rapport à une problématique aussi qui est d'actualité, c'est celle de bâtir des résidences, de bâtir des centres d'estivage dans les domaines publics qui est devenu strictement interdit. Et bien évidemment, ce qui va donner une possibilité de corriger ce qui est déjà le cas en réalité. Quand vous dites corriger, ça veut dire que s'il y a des résidences qui ont déjà été construites, elles risquent d'être rasées parce qu'elles ne rentrent pas dans le cadre des prérogatives de cette loi. Alors, il y a des mesures transitoires qui sont prévues par l'article 34, notamment de ce projet, qui précise que les occupations temporaires qui sont aujourd'hui déjà une réalité devant, qui existe, le pouvoir public, et l'article 34 prévoit une durée de 7 ans pour régulariser la situation et bien évidemment récupérer ce domaine public. Donc le domaine public est récupérable parce que tout simplement il est inaliénable, il est imprescriptible, ça c'est indiscutable. On ne peut pas, au nom de n'importe quel texte, revoir ces principes qui sont sacro-saints, qui sont Est-ce que le texte, pour terminer, Maître Khalifa, il nous reste très peu de temps, est-ce que le texte prévoit aussi bien des alternatives pour les personnes qui ont déjà exploité un domaine public en payant leur dû, bien sûr, par rapport à l'État, mais que finalement l'État décide de récupérer ce domaine public-là. Est-ce que la loi prévoit quelque chose pour ces personnes ou pour personnes physiques ou entreprises? Et la loi prévoit que si les pouvoirs publics décident de récupérer le domaine public avant l'expiration de la durée, il y a une possibilité d'indemnisation, mais l'indemnisation, encore une fois, est limitée aux investissements effectués quant aux constructions, tenant compte de l'amortissement de l'investissement. Donc ce n'est pas un dédommagement par rapport à un fonds de commerce, parce qu'on ne peut pas, encore une fois, ça c'est aussi fondamental, avoir un fonds de commerce sur un domaine public. Donc même l'indemnisation demeure liée et demeure conditionnée par les investissements effectués et bien évidemment tout en défalquant l'amortissement, c'est-à-dire en fonction de la durée d'exploitation. Il y a un autre problème que je voudrais évoquer avec vous quant à la mise en œuvre des règles de récupération de domaine public, concernant notamment la mise en demeure qui est prévue par l'article 26. Alors, l'article 26 prévoit quand quelqu'un occupe un domaine public, l'autorité compétente, regardez, déjà le texte il ne précise pas, il dit l'administration concernée doit mettre en demeure l'occupant, la personne qui occupe le domaine public. Alors, ce n'est qu'après 15 jours de cette mise en demeure qu'on pourrait passer aux sanctions. Là aussi, c'est une problématique dans la pratique qui s'est déjà posée quant à l'application des dispositions actuelles.
c'est-à-dire tout simplement qu'est-ce qu'on fait si cette mise en demeure n'a pas été effectuée par l'administration concernée. On a peu d'administrations qui réagissent et qui font de telles mises en demeure et qui réagissent de la sorte. Et donc, je risque de vous dire que ou bien je vous dis en toute c'est-à-dire clarté, que la mise en œuvre de la récupération du domaine public risque de poser quelques problématiques si ce texte est voté dans la version actuelle. J'espère qu'une fois devant la première chambre et la deuxième chambre, qu'il soit rediscuté et qu'on passe à quelque chose de plus précis, et notamment au niveau des procédures et surtout qu'est-ce qui fait quoi et dans quelles conditions on va diligenter des procédures. Est-ce qu'il y a un recours, rapidement, vraiment en 2 phrases, est-ce qu'il y a un recours si la mise en demeure n'a pas été respectée par les autorités compétentes? Est-ce qu'il y a un recours quant aux personnes qui pourraient être lésées? Si on prend en considération ce qui est prévu par l'article 26 de ce projet de loi, il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de procédure à entamer contre un occupant que si il y a mise en demeure préalable. Très bien. Donc, toutes les procédures postérieures seront sans effet. Merci beaucoup, Maître Samer Khalifa. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions, d'être avec nous depuis Rabat. Merci. Merci, madame. C'est à vous aussi. Passons à présent à la seconde partie de Questions Écho. Et zoom sur le secteur de la restauration. Le Conseil de gouvernement, rappelons-le, a donné son feu vert la semaine dernière à des mesures exceptionnelles au profit des employeurs affiliés à la CNSS, mais aussi à leurs employés déclarés. Je parle bien sûr ici des restaurateurs et autres gérants de cafés, ainsi qu'au profit de certaines catégories de travailleurs indépendants et des personnes non salariées. Mais cela dit, ils restent assurés auprès de la CNSS, donc ils sont affectés par les répercussions de la pandémie. Mais voilà, les patrons des cafés, autres restaurants décident de monter au créneau. Ils accordent au chef du gouvernement un délai avant de s'engager dans des démarches d'escalade pour protester, je cite, contre les décisions prises par son gouvernement. Et avec nous depuis Rabat, j'ai le plaisir d'accueillir Naïm Haris, vice-président de l'Association des propriétaires et gérants de cafés et restaurants au Maroc. Bonsoir Naïm Haris, merci d'être avec nous. Bonjour madame. Bonjour, messieurs les téléspectateurs aussi. Messieurs et mesdames aussi. Alors voilà, en chiffres peut-être, madame. Bien sûr, mesdames avant. Oui. Oui. Donc en chiffres, si on devait dresser un bilan, combien d'établissements de restauration, de cafés ont dû mettre la clé sous la porte depuis 1 an, depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire? D'après nos relations avec les restaurateurs et cafetiers à travers le royaume, on estime à entre 25 et 30% d'unités qui ont fermé et qui n'ont pas pu réouvrir leur commerce après la pandémie, après le confinement. Donc quand même le tiers, un chiffre très conséquent. Avec l'approche du mois de Ramadan, quel est selon vous l'impact? Quelle serait la situation des restaurants et autres cafés si les restrictions actuelles, notamment ce couvre-feu à 21h, sont maintenues? D'accord. Alors, le couvre-feu, il est à partir de 20h, non de 21h. Nous, on ferme les fermetures de café, oui. Oui, comme vous savez, madame, juste qu'il y a eu le confinement, la situation des cafetiers et restaurateurs était dramatique. Et le secteur a été paralysé puisque la fermeture était subite, on ne s'attendait pas, on n'était pas préparé, ce qui a fait des cumuls de loyers, de factures impayées, de fournisseurs qu'on n'a pas pu payer à temps. Il y a des unités qui font leurs marchandises contre des chèques et dès qu'il y a eu arrêt, les gens ont présenté leurs chèques, ils n'ont pas pu être payés. Et ça a créé un grand problème d'interdit banquier et d'interdit bancaire. Et ils n'ont pas pu bénéficier des mesures de crédit octroyées aux professionnels pour sortir de la crise.
Très bien. Est-ce que les mesures qui ont été annoncées par le ministre de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle la semaine dernière en Conseil du gouvernement, notamment pour ces aides destinées aux salariés et non salariés affiliés à la CNSS du secteur, est-ce que vous pensez que ça pourrait quand même éponger une partie de cette hémorragie que vit ce secteur de la restauration et autres cafés? Madame, je voudrais vous rappeler que cette mesure elle ne concerne que les restaurants qui n'ont pas du tout ouvert après le confinement. C'est-à-dire tout C'est bien restaurant ou café précisé. qui a... Oui, parce que tout café qui a ou restaurant qui a réouvert ses portes, il a pris en charge tous ses employés. Et Très comme bien. vous savez, on a repris, nos unités ont repris avec la moitié de notre capacité. Oui. Chaque café, il ne doit travailler qu'avec la moitié. Il y a aussi beaucoup d'informels et beaucoup de personnes qui travaillent à la journée. Il y a les saisonniers également. Comment ces personnes-là s'en sortent-elles avec, bien sûr, toutes ces mesures, avec les impacts de ces mesures sur les propriétaires et autres gérants? Nous, en tant qu'association nationale, on avait tiré la sonnette d'alarme bien avant sur ce problème-là. Parce que nous, vous savez que le plus petit café au restaurant, pour faire marcher son activité, il a besoin d'au moins 6 personnes par service. Il doit faire fonctionner 3 le matin et 3 l'après-midi. Donc, pour nous, avec les chiffres réalisés maintenant qui sont divisés en deux, on a gardé nos mêmes travailleurs, mais on ne peut pas payer toutes leurs charges. Si on arrive à payer les salaires, on ne pourrait pas payer toutes les charges qui vont avec. Déjà avant la pandémie, on avait tiré la sonnette d'alarme, on avait demandé au ministère du Travail une étude pour pouvoir réaliser une convention pouvant couvrir tous nos employés. Et pendant les assises de Marrakech, on avait évoqué ce problème avec le directeur général de la CNSS et on était en voie de régler ce problème. On multipliait les communiqués et les rencontres pour pouvoir résoudre ce problème. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de réponse et même pour les gens qui travaillent dans l'informel, on a essayé de demander qu'ils soient régularisés et qu'ils payent des participations pour avoir leurs droits tant que les autres. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'écho de la part des institutions qui sont concernées par notre secteur. Et visiblement, il n'y Notamment a le pas eu ministère. d'écho sur d'autres choses aussi, puisque justement votre association a prévenu le chef du gouvernement qu'il y aurait peut-être des actions pour tout simplement protester contre les mesures restrictives qui, rappelons-le, sont prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Quelles sont ces mesures-là et qu'attendez-vous concrètement de l'exécutif, qu'attendez-vous de ce gouvernement pour sortir de la crise actuelle? Oui, je voudrais vous rappeler, madame, que l'on est 60 organisations à travers le royaume. On est partout presque au Maroc. Et comme vous savez, les professionnels, ils sont au bout du rouleau parce que là, c'est pendant une année qu'ils ont souffert de travailler à moitié, de ne pas faire leurs chiffres habituels. Et là, maintenant, c'est cette fermeture à 20 heures qui vient boucler la boucle. Alors, tous les professionnels, ils sont en train de nous demander de faire des protestations et de prendre des mesures pour faire pression. Mais là, nous, on essaie de faire marcher la raison parce que nous, on sait qu'il y a une conjoncture sanitaire qu'on doit respecter et on essaie de calmer les choses le temps que notre gouvernement prend une décision qui soit en faveur des professionnels avec l'arrivée du mois du sacré du Ramadan, comme vous savez, et où les charges se multiplient encore une fois. Et j'espère qu'on aurait une lueur de lumière pendant ces mois, pendant ces jours qui précèdent le mois sacré. Alors justement, concrètement, quelles sont vos recommandations, Naïm Haris, en tant qu'association des propriétaires et gérants de cafés et restaurants au Maroc?
Qu'est-ce qui Oui. sauverait le secteur? Premièrement, pour sauver le secteur, il faut procéder des choses qui se sont accumulées dès le début de la pandémie, notamment les loyers. Comme vous savez, nous tous, et la plupart de nous, c'est des locataires. Il y a eu des cumuls de loyers. On voudrait qu'il y ait, par exemple, on avait proposé que ce montant qui n'a pas été payé pendant la pandémie soit un crédit entre le locataire et le propriétaire à échelonner après la pandémie. On a demandé aussi une réduction de nos taxes et impôts et même une amnistie pour les premiers mois de l'année et un échelonnement aussi pour le reste. Et aussi, on propose aux ministères qui sont concernés par notre secteur de faire une intervention qui pourrait sauver le secteur de la catastrophe. Très bien. Sur ces mesures et sur l'espoir, je tiens à vous remercier à nouveau, Naïma Riss, vice-présidente de l'Association des propriétaires et gérants de cafés et restaurants au Maroc. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci madame, merci à vous tous. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée à toutes et à tous.